salue. Afrique des libertés, je vous salue. Permettez-moi. Brazzaville, si tu veux te libérer. Voilà. Le cœur de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer. Hey, hey, hey. Bonjour à tous. Voilà. Puis devint capitale de la France libre. Proclama le général de Gaulle. Afrique des libertés, je vous salue. Aujourd'hui, détruit par la guerre et la politique tribale instaurée, elle nous pollue l'esprit. Bingi Dja Djamé chante Brazzaville. Pourrit la chair. Nouvelle d'Afrique. Cabale synchronisée de la France-Afrique contre le Mali. Je voudrais faire un tour d'horizon de l'actualité politique africaine avec vous. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur YouTube. Franklin Nyamsi wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Depuis lors, la dictature coloniale Je vous salue à travers l'Afrique. encourage la dictature militaire. Je vous salue à travers les diasporas africaines. En ce 1er novembre 2022. Soyez bénis, mes amis. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer. Aïe, aïe, aïe. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. En exclusivité sur Facebook, Franklin Nyamsi, Cameroun, l'Afrique des libertés. Partagez massivement cette émission éditoriale nouvelle d'Afrique. Le peuple si attentif, le message est véhiculé. Le peuple fait semblant d'être content. Affamé, le peuple fait semblant d'être content. Brazzaville. Le peuple fait semblant d'applaudir. Affamé, le peuple fait semblant d'applaudir. Faites tomber les barrières. Les barrières, la division, les barrières. Faites tomber les dictatures. Les barrières, la dictature, les barrières. Je te salue, ma chère sœur, mon cher frère, d'Afrique et des diasporas, frères en humanité d'Europe, d'Amérique et d'Asie et des îles du monde, je vous salue. C'est Brazzaville, chanté par Bingi Dja Djamé. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Africaines, Africains, du continent et des diasporas, amis européens, amis asiatiques, amis américains, vous aux Antilles, vous dans les îles de l'océan Indien, à La Réunion, aux Comores, vous à travers les diasporas d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous, amis européens, européennes, amis américaines, américains, amis asiatiques des luttes africaines pour la liberté, je vous salue. Je vous propose en exclusivité sur cette page Facebook, et je vous charge pour cela de partager massivement cette émission, d'abord une lecture d'un éditorial consacré à la cabale médiatique organisée contre le Mali. Après la lecture de cet éditorial, qui sera également publié en version papier, je voudrais donner une réaction sur un certain nombre de points de l'actualité politique africaine. Je parlerai notamment de la situation en République démocratique du Congo. Je parlerai de la situation au Tchad. Je parlerai de la situation au Burkina Faso.
eh bien, à titre de point d'actualité. Si le programme de cette émission vous agrée, je vous invite à bien vouloir protéger et partager massivement cette émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, partagez sur vos réseaux pour que nous ayons le plus grand nombre possible de machines qui soient avec nous. Cette émission sera ensuite rediffusée à mon arrivée à la maison sur notre compte YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Donc vous avez pour le moment ici sur Facebook l'exclusivité de cette émission. D'abord, lecture de l'éditorial que j'ai rédigé très tôt ce matin et que je voudrais mettre quand même à la disposition de tous, sachant que certains ont beaucoup plus de paresse à lire qu'à entendre, mieux à écouter. Je donne une version audiovisuelle de cet éditorial, quitte pour les uns et les autres à aller le relire après. L'éditorial s'intitule « Cabale médiatique synchronisée de la France-Afrique contre le Mali, préparatif d'une déstabilisation ». Selon les informations en notre possession, une vaste campagne de guerre informationnelle est en cours contre le Mali et l'ensemble des mouvements panafricanistes, afin d'empêcher par tous les moyens possibles la réussite du chronogramme de la transition malienne qui devrait aboutir aux élections présidentielles et législatives de 2024 et empêcher l'extension du modèle malien à toute l'ancienne zone d'influence de la France, son prétendu précaré en vertu duquel elle s'accroche au statut de penholder, tenancier de la plume, pour la rédaction des résolutions sur l'Afrique francophone au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les médias mainstream de la France-Afrique, basés à Paris et disséminés à travers leurs satellites d'Afrique francophone, viennent en ce sens de prendre la tête d'une campagne de propagande massive dont les grandes lignes consistent à réduire l'ensemble des problèmes des pays d'Afrique de l'Ouest à la déstabilisation supposée de la région par le régime de transition du Mali. Il n'est que de lire les unes de la presse pro-française en terres ivoiriennes, camerounaises, béninoises, nigériennes, sénégalaises, tchadiennes, gabonaises, congolaises ou togolaises pour s'en convaincre. La diabolisation outrancière de la transition malienne est le mot de passe de cet orchestre philharmonique de sorciers de la France-Afrique. Selon cette méthode, la drogue saisie au Sénégal ne pourrait venir que du Mali. Les terroristes tués au Niger ne peuvent venir que du Mali. Les succès de l'armée française et de ses alliés vassaux du Sénégal, du Niger, du Burkina et de Côte d'Ivoire ne peuvent avoir lieu qu'aux frontières du Mali. La présence russe en Afrique de l'Ouest serait une faute grave du Mali. Les victoires de l'armée malienne et de ses alliés russes contre les terroristes ne peuvent être que des crimes supposés du Mali contre sa propre population. Les succès économiques et sociaux et la résilience du Mali ne peuvent être que le fait du hasard et de la compassion, de la pitié des pays de la CEDEAO. Bref, tout ce qui est mauvais en Afrique de l'Ouest relèverait du gouvernement de transition du Mali et tout ce qui est bon en Afrique de l'Ouest relèverait de la très gentille France et de l'ensemble des gouvernements soumis au néocolonialisme français. Dans le cadre de cette guerre informationnelle contre le Mali et l'ensemble des mouvements panafricanistes et anticolonialistes, il est prévu de réécrire l'histoire négrière, colonialiste et néocolonialiste de la France en un roman à l'eau de rose. Angéliser la France, c'est le nouveau leitmotiv de ces marionnettistes qui n'ont pourtant jamais accepté l'ombre du moindre procès de la traite négrière, de la colonisation et de la néocolonisation,
avec leur cortège de crimes imprescriptibles contre l'humanité. Dans le storytelling de la France-Afrique aux abois, la France n'aurait pas accumulé des fortunes colossales en perpétrant la traite des Noirs et en décrétant avec le ministre Colbert du roi Louis XIV que les hommes et les femmes noirs étaient des marchandises, à ce titre taillables et corveillables à merci. Dans le storytelling de la France-Afrique aux abois, la France ne s'est pas enrichie en massacrant des millions d'Africains lors de ses pénétrations coloniales, en pillant des villes et des campagnes, en arrachant des œuvres d'art et des objets rituels africains de haute valeur, en exploitant des sols, des mers, des sous-sols et des forêts africains, soumettant des millions d'Africaines et d'Africains aux travaux forcés pour l'enrichissement de sa métropole. Non! Les nouveaux storytellers ne veulent pas de cette histoire des crimes barbares, inassumés et non repentis de la France. Ils ont besoin de nier cette histoire pour se sentir vivre. Dans le cadre de cette nouvelle guerre informationnelle, la France n'est pas coupable d'avoir assassiné les leaders indépendantistes d'Afrique francophone pour imposer des vassaux à la tête des États prétendument proclamés indépendants dans les années 60. Non, la France n'a pas tué les Abés au début du XXe siècle en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas tué les Oubangui chariens en masse entre 1928 et 1935 lors de la guerre du Congo-Ouara, si excellemment racontée par l'historien centrafricain Raphaël Zabakomada Yakoma. Non, la France n'a tué ni au Tchad, ni au Niger, ni au Biafra, ni en 1944 à Tiaroy au Sénégal, ni au Dahomey, ni en Guinée, ni au Soudan, ni à Madagascar, ni aux Comores, ni aux Antilles, ni au Togo, ni au Bénin, ni au Cameroun, lors de sa guerre contre l'UPC entre 1955 et 1971. Non, non, la France n'a pas tué au Gabon, ni au Congo, ni en Algérie. La France, selon les nouveaux storytellers de la France-Afrique, n'a massacré personne. C'est une puissance angélique vertueuse. On devrait lui donner le bon Dieu sans confession. Simplement, sur le chemin de passage des armées coloniales et néocoloniales françaises, des Africaines et des Africains par milliers et par millions ont choisi de mourir de mort violente. Du 19e au 20e siècle. Non! La France n'a tué ni Oumniobé, ni Félix Moumié, ni Samori Touré, ni Boganda, ni Sylvanus Olympio, ni Mehdi Ben Barka. Non, non. Circulez, il n'y a rien à voir. La France n'a rien fait. Il n'y a rien à juger. Il n'y a aucune repentance à exiger. Il n'y a aucune réparation à espérer, nous disent les spécialistes du storytelling, de la guerre informationnelle de la France-Afrique contre le Mali et contre les mouvements panafricanistes. Du coup, la nouvelle guerre informationnelle vise à montrer que ceux qui critiquent la politique négrière, colonialiste et impérialiste de la France en Afrique sont uniquement dans l'émotion et non dans la raison. Il s'agit de montrer qu'ils se fondent sur un sentiment sans lien avec l'histoire, un sentiment aléatoire, une envie soudaine qui leur prend de détester la France, comme dans un coup de folie, aussi subite que la chute imprévisible des pluies en Afrique équatoriale. La guerre informationnelle de la France-Afrique consiste à fabriquer de toutes pièces une monstruosité irrationnelle, le sentiment anti-français. Une détestation sans queue ni tête de la France, tombée du ciel du jour au lendemain. Une simple saute d'humeur de peuples africains sans mémoire, décérébrés et qui seraient manipulés par les réseaux sociaux, par la Russie, par la Chine, ou plutôt ensorcelés par la redécouverte de la religion traditionnelle africaine. Et pourtant, le sentiment anti-français n'est pas qu'un simple sentiment. Il est le reflet de la méchanceté de la politique africaine de la France. C'est l'expression d'un vécu réel d'inhumanité et d'aliénation
abyssale. C'est la conséquence négative d'une histoire de domination atroce, sanglante, mensongère et cynique que la France veut à tout prix maintenir sur l'Afrique à travers ses camps militaires de Libreville au Gabon, de Djibouti sur la Corne de l'Afrique, de Dakar au Sénégal, du 43e Bima d'Abidjan en Côte d'Ivoire et tous ces camps militaires intermédiaires qui strient le continent et le quadrillent ostentatoirement comme une chasse gardée. Une domination militaire continue depuis les négriers du XVIe siècle jusqu'aux plus de 12 000 soldats français en armes qui encerclent les 15 pays d'Afrique d'expression française pour y imposer l'hégémonie économique française à travers la monnaie coloniale du franc CFA et les monopoles des multinationales françaises, à travers le soutien aux pires dictateurs africains coupables de viols constitutionnels, de fraudes électorales et de massacres populaires, tout en y ajoutant une complicité permanente de pillage des ressources naturelles africaines. Une présence vomie par les Africains, car incontestablement source de leur malheur. Voilà pourquoi la cabale synchronisée de la France-Afrique contre le Mali et contre l'Afrique éveillée va échouer. Elle échouera parce que l'Afrique a pour elle la raison. Et c'est la France-Afrique qui est dans l'émotion de sa dégringolade dans son ancien précaré. La cabale synchronisée de la France-Afrique contre le Mali et les panafricanistes va échouer parce que le rapport des forces populaires, mais aussi des consciences collectives, des forces socio-économiques et des forces militaires n'est plus à l'avantage écrasant du système mafieux de la junte france-africaine. Dans l'opinion africaine continentale et diasporique, le quadruple programme de l'Afrique des libertés est devenu une évidence rationnelle collective. Le retrait des troupes françaises, l'abolition du franc colonial CFA, la chute des despotes africains, le renouveau civilisationnel africain sont des lignes rouges non négociables et l'Afrique du XXIe siècle atteindra ses objectifs légitimes et justes. Notre détermination est sans faille. Mes chers amis, voilà déjà l'éditorial que je voulais partager avec vous. Aborder au pas de charge d'autres nouvelles de l'Afrique des libertés. Je vous ai parlé de la situation en République démocratique du Congo, de la situation au Tchad, de la situation qui prévaut au Burkina. Au passage d'ailleurs, j'évoquerai aussi encore la situation qui prévaut en République centrafricaine, où des nouvelles extrêmement dangereuses s'accumulent et s'amoncellent à l'horizon. Mes chers amis, je commence par la République démocratique du Congo. Il y a un proverbe ashanti qui dit, et j'aime beaucoup ce proverbe, qui est répété par Fela Nicolas Pokuti dans l'une de ses chansons. Le proverbe dit, Fefe nefe, intina, oba tumrika, osona nufu na nyese, e betinya taunti. Je reprends le proverbe en ashanti. Après, je vais donner la traduction. N'ayez pas peur. Le proverbe africain ashanti dit Fefe nefe intina oba tumrika osona nufu na nyese ebeti nyataonti. Une troisième fois. Fefe nefe intina oba tumrika osona nufu na nyese. Voilà comment Fela a mis ce proverbe en chanson.
Fefe intina batumrika osona no funa nyese betinya taunti. Traduction. Quand tu vois une femme en train de courir dans la rue en tenant ses seins, ce n'est pas parce que elle craint que ses seins se retrouvent par terre, mais c'est parce qu'elle veut maintenir et conserver sa beauté. Je recommence la traduction. Quand tu vois une femme qui est en train de courir et puis elle tient ses seins comme ça, ce n'est pas parce que si elle laisse, ses seins vont se retrouver par terre. Non, 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 non. Elle maintient comme ça parce qu'elle veut conserver une certaine fermeté de ses seins pour conserver pendant longtemps, le plus longtemps possible, la beauté de sa poitrine. Application à la situation du Congo. Voilà un pays dont les dirigeants se comportent littéralement comme si ils ne connaissaient pas le fond de leurs problèmes. Comme si leur problème était un problème de pure apparence. Voilà un pays dont les dirigeants ne veulent pas attaquer la question centrale, la question profonde. Celle de savoir quelle est la nature de la déstabilisation dont il est victime. La République démocratique du Congo est dirigée par des hommes et des femmes qui ne veulent pas assumer la réalité de la nature de la déstabilisation qu'ils subissent. Quelle est la réalité de la déstabilisation de la République démocratique du Congo? La voici. C'est le pays africain le plus grand et c'est le pays africain le plus riche. En potentiel minier, en potentiel naturel. Voilà la réalité. Deuxièmement, les grandes puissances occidentales ont juré, depuis l'émergence de ce pays, sous la férule criminelle de Léopold, roi des Belges, les grandes puissances occidentales ont juré qu'elles ne laisseront jamais le peuple congolais jouir souverainement des richesses faramineuses du Congo. Ça, c'est la deuxième chose. Ces grandes puissances-là sont essentiellement et principalement les grandes puissances de l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la tête desquelles les États-Unis d'Amérique. Ces puissances ont juré qu'il ne faudra jamais laisser le peuple congolais jouir en souverain absolu des richesses faramineuses du sol et du sous-sol congolais. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez noter. Et c'est pour cela que tous les dirigeants congolais qui voulaient accomplir la souveraineté du peuple congolais sur le prodigieux sol béni du Congo ont été assassinés, éliminés en bonne entente entre toutes les grandes puissances de l'OTAN. C'est ainsi que furent éliminés Patrice Emery Lumumba. Écrivez ça. C'est pour cela qu'a été éliminé Pierre Moulele. C'est pour cela qu'a été éliminé Simon Kimbangu. C'est pour cela qu'a été éliminé en 2001 Laurent Désiré Kabila. Ils ont été assassinés, ces grands fils de la République démocratique du Congo, parce qu'ils voulaient que les faramineuses richesses de la terre bénie du Congo servent au peuple congolais. Vous avez compris? Maintenant, il y a une troisième vérité qu'ils ne veulent pas comprendre. Les dirigeants congolais actuels, c'est-à-dire Tshisekedi et ses camarades. Ils font semblant de ne pas comprendre que ce sont les grandes puissances occidentales qui financent les milices à partir du territoire rwandais, à partir du territoire ougandais, à partir du territoire zimbabwéen, à partir du territoire congolais, à partir même du territoire angolais. Toutes les milices, certaines même s'adossant sur le territoire centrafricain, d'autres s'adossant sur... Toutes ces milices ont derrière elles des mains occidentales qui ont quoi pour but? Empêcher l'État central congolais de contrôler la totalité du pays et ainsi avoir la main sur des zones entières du territoire qui peuvent être continuellement pillées, or uranium, diamant, cobalt, manganèse, lithium, bref, le Congo a tout, or,
et en fragilisant en permanence le Congo, obliger le gouvernement de Kinshasa de vivre de la dette de la Banque mondiale, vivre de la dette du FMI, vivre de la dette des clubs de Washington, clubs de Paris, clubs de Bruxelles et clubs de Londres et consorts. En fragilisant en permanence l'État congolais, l'obliger à brader son sous-sol, c'est-à-dire à donner naturellement les matières premières stratégiques du Congo aux grandes multinationales occidentales. Ceux qui dirigent actuellement le Congo à Kinshasa savent que c'est ça, mais ils ne veulent pas l'avouer, ils ne veulent pas l'assumer. Voilà comment Tshisekedi fait semblant d'avoir affaire simplement. Il fait semblant d'avoir affaire simplement à Kagame. Alors que Kagame, Paul Kagame est l'homme des Américains. Il est l'homme de l'ordre néolibéral occidental. Certes, il gouverne son pays à partir d'un certain nombre de principes de gouvernance, dont certains sont exemplaires, en termes de modernisation, en termes de services publics, etc. Kagame fait un travail remarquable. Mais Kagame est un pion américain, il est un pion britannique, il est un pion de l'OTAN. Et Kagame ne peut pas entrer au Congo à travers le M23 sans avoir in fine la bénédiction de l'OTAN. Personne ne peut entrer au Congo avec une armée venant de l'Ouganda, venant du Rwanda. Personne ne peut entrer au Congo sans avoir in fine la bénédiction de l'OTAN. Car c'est l'OTAN qui a juré que le Congo ne sera jamais l'affaire des Congolais. À partir de là, les dirigeants actuels sont indignes. Parce qu'ils n'ont pas repris le combat de Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont pas repris le combat de Lumumba, là où ils l'ont laissé. Les autorités incarnées par le régime de Tshisekedi se sont adaptées à un Congo en pillage permanent. Elles se sont adaptées à un Congo dont l'État n'est pas souverain sur son territoire. Et elles bricolent un patriotisme congolais non enraciné dans l'histoire révolutionnaire de la nation africaine du Congo. Avec un patriotisme bricolé, on peut comprendre que, comme le disait mon frère Zach Mwekassa, eh bien, on soit en train de danser à Kinshasa pendant qu'on est en train de prendre Rutshuru. Il n'y a qu'un pays décérébré, il n'y a qu'un pays débarrassé de sa conscience historique, de sa conscience révolutionnaire, de sa conscience panafricaniste, qui peut être en train de danser à Kinshasa. Au moment où des forces armées d'une rébellion, armées par l'étranger, armées par l'Occident, sont en train de prendre les villes du pays. C'est du jamais vu, je n'ai jamais vu ça. Le degré de décérébration dont nous souffrons, nous Africains au Congo, c'est un degré inouï. Le monsieur qu'on appelle Étienne Tshisekedi, pardon, Félix Tshisekedi, parce que ça c'est le fils, le père s'appelait Étienne. Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Même si Kabila, qui l'a précédé, Joseph Kabila qui l'a précédé, n'est pas non plus un panafricaniste convaincant. Kabila avait un tant soit peu réussi à maintenir un certain équilibre entre les forces de l'OTAN et d'autres forces, ce qui lui permettait d'avoir un État congolais un peu plus fort que celui que nous avons aujourd'hui. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se soumettre à la France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se soumettre à l'OTAN. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié des emprunts auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est-à-dire qu'il s'est lié les pieds et les mains entre les mains des hégémonistes occidentaux. Qu'est-ce qu'il fait, Tshisekedi? Quand il est très en difficulté, à ce moment, il se souvient que l'une des solutions, ça peut être peut-être d'équiper autrement son armée, de se rapprocher de la Russie, de se rapprocher de la Chine, pour ne serait-ce qu'avoir de quoi tenir. Mais il le fait toujours trop tard. Parce qu'en fait, dans son âme, ce n'est pas un combattant politique. Tshisekedi est un jouisseur. Ce n'est pas un combattant politique. Tshisekedi est un politicien bourgeois de salon. C'est de la bourgeoisie comprador africaine. C'est des gens indignes de diriger des peuples en lutte. Car ce ne sont pas des lutteurs. Ce sont des gens qui considèrent que l'essentiel, c'est d'être dans le pouvoir
c'est-à-dire dans les avoirs du pouvoir, et de jouir du pouvoir. C'est tout. Pour lui, du moment que on ne vient pas le chercher à Kinshasa, on ne vient pas le chasser du palais présidentiel à Kinshasa, c'est pas grave. Il n'y a pas une conscience de la gravité de la situation du peuple congolais. Des millions de femmes violées, des millions d'enfants nés de viol, des millions d'êtres humains massacrés. Un pays qui subit ce que le Congo a subi ne peut pas se permettre de ne pas prendre les décisions radicales que voici. Première décision radicale. Arrêtez d'emprunter de l'argent, les dollars, l'argent vide américain, fabriqué par la banque, la Fédérale Réserve américaine, pour endetter le reste du monde et créditer son économie grâce au travail du reste du monde. Il faut arrêter d'emprunter l'argent à Washington. Il faut arrêter. Des dirigeants authentiquement congolais doivent arrêter d'aller chercher l'argent. Parce que le Congo est riche. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui se multipolarise, la garantie monétaire, c'est la richesse nationale réelle. Vous pouvez faire fonctionner la monnaie congolaise à partir des réserves faramineuses du Congo. Le Congo n'a besoin de la garantie de personne pour être solvable. Deuxième décision. De véritables dirigeants congolais doivent équiper l'armée congolaise indépendamment de l'OTAN. Car ce sont des forces satellitaires de l'OTAN qui attaquent le Congo. Il faut donc aller chercher de l'armement. Il faut donc aller chercher des instructeurs militaires dans le monde non otanien. Et il faut le faire en plein jour. C'est ce qu'avait commencé à faire Laurent Désiré Kabila. Il avait compris. Sur le plan militaire, vous ne pouvez pas affronter la rébellion du M23, c'est-à-dire en réalité la rébellion rwandaise, c'est-à-dire en réalité la représentation de la domination néolibérale anglo-américaine, de la domination néolibérale occidentale. Vous ne pouvez pas les affronter si vous n'assumez pas clairement une alliance stratégique opposée à eux. Ça fait deux. Ça, et puis troisièmement, mais écoutez, il faut que le gouvernement se consacre à s'occuper des Congolais. Il faut commercer avec des puissances qui peuvent donner au peuple congolais les machines-outils dont il a besoin, la technologie agricole, la technologie industrielle dont il a besoin, et qui peut aider le Congo à donner de l'emploi à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, parce que le Congo est le plus riche État au monde. En potentiel. Sur cette planète des hommes, la République démocratique du Congo est le pays le plus riche du monde. En potentiel. Oui. La République démocratique du Congo est plus riche que les États-Unis. En potentiel. Oui, parce que la richesse des États-Unis, elle est faite de l'exploitation de pays comme la République démocratique du Congo. Même la bombe atomique américaine est congolaise. J'espère que vous savez que c'est dans le sol congolais que les Américains ont trouvé l'uranium pour faire la bombe de Hiroshima et Nagasaki. Le Congo doit être une puissance militaire. Le Congo doit être une puissance nucléaire. Le Congo doit être une puissance industrielle. Le Congo doit être une puissance géopolitique. Tous les analystes géopoliticiens africains savent qu'un Congo puissant est une Afrique libérée. Si nous avions un pays comme le Congo et un pays comme le Mali qui émergerait en même temps de la domination occidentale, toute l'Afrique serait immédiatement libérée. Voilà les décisions qu'ils doivent prendre. Tshisekedi passe son temps à tourner là, il court un peu, il se comporte comme si, il est la femme du proverbe Ashanti, Tshisekedi, il court en tenant ses seins. Et il donne l'impression que s'il lâche ses seins vont tomber. Ils ne vont pas tomber. On est en train de tuer ton peuple. Ce n'est pas parce que tu fais ami-ami avec le président Macron que tu joues au grand type en allant aux États-Unis faire des visites officielles. Ce n'est pas ça qui va changer. La politique cosmétique avec les Occidentaux n'a jamais émancipé l'Afrique. Il faut une politique de combat. Et malheureusement, Félix Tshisekedi n'est pas l'homme du métier. Ce n'est pas un combattant politique. Félix Tshisekedi est un héritier. C'est un jouisseur. Ce n'est pas un combattant politique. Je suis désolé pour le peuple congolais. C'est un malheur qu'un type avec autant de mollesse, de lenteur d'esprit, d'impuissance morale et spirituelle se retrouve à la tête du Congo. Je dis, il n'a même pas la poigne de Joseph Kabila.
qui n'est pourtant pas à la hauteur de Laurent Désiré Kabila. Et quand on pense à des gens comme Moulele, à des gens comme Lumumba, on pleure en regardant le Congo. Si Lumumba avait vécu à cette époque-ci, à l'époque du monde multipolaire, il aurait fait 10 fois plus que ce que fait Assimi Goïta aujourd'hui au Mali. Parce que Lumumba avait la vision. Il avait compris le fonctionnement de l'Occident. Il avait l'éloquence idéologique qu'il fallait. S'il avait vécu au XXIe siècle, le Congo serait libéré. Il a vécu à une époque où le monde était incarcéré, dans une guerre froide qui rendait très lentes les réactions, où les informations circulaient très lentement, les mobilisations se faisaient très lentement. Si Lumumba avait vécu à cette époque-ci, le Congo serait libéré. Donc je dis, Tshisekedi, Félix me rappelle la femme du proverbe Ashanti, qui dit Fefe nefe intina o batumrika osona nufuna nyese ebetinya taunti. C'est lui. Il se promène en attrapant ses seins et il donne l'impression que il empêche ses seins de tomber par terre, comme si ses seins allaient tomber par terre. C'est gâté, c'est gâté. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Tu es à la tête d'un peuple massacré par millions depuis plusieurs décennies. Tu as décidé d'en être le président. Si tu dois en être le président, il faut que tu transformes la condition de ce peuple. Il faut donc que tu sois un leader révolutionnaire. Quand un peuple est encerclé par des forces de domination, le seul leadership que mérite ce peuple, c'est un leadership révolutionnaire. Et si vous ne pouvez pas assumer les responsabilités du leadership révolutionnaire africain, s'il vous plaît, quittez nos palais présidentiels. S'il vous plaît, Tshisekedi, rentrez à Bruxelles, allez boire votre champagne. Vous avez accumulé assez d'argent. Tshisekedi, laissez le peuple congolais se débrouiller. Laissez d'autres Congolaises, d'autres Congolais qui veulent servir le peuple congolais prendre la direction du pays. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez compris? Voilà quelqu'un, et puis il n'a même pas fini de résoudre les problèmes dans son pays, il vient parler dans l'affaire du Tchad. Quelle est l'autorité morale de Tshisekedi dans la crise tchadienne, alors qu'on sait qu'il fait partie de ceux qui sont venus adouber le coup d'état sanglant de Mahamat Kaka Déby en avril 2021. Est-ce que Félix Tshisekedi, est-ce que vous vous regardez même? Quand vous parlez, quand vous sortez devant les Africains, est-ce que vous savez qu'il y a sur ce continent des gens qui ont une mémoire de vos actes et qui vous regardent à partir de ce que vous dites et de ce que vous faites? Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas avoir intronisé un putschiste en N'Djamena et venir donner des leçons de morale en N'Djamena. Car le peuple tchadien sait que vous êtes son ennemi. Il sait que vous êtes de ceux qui ont légitimé la barbarie dont il est victime. Vous ne pouvez pas participer à la solution d'un problème que vous avez créé. Vous ne pouvez que subir la solution de ce problème. Car vous êtes du côté des créateurs de problèmes. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire aux Congolaises et aux Congolais. Le Congo, République démocratique, a besoin d'un nouveau leadership. Un leadership panafricaniste et révolutionnaire. Ce leadership va prendre 3 décisions. 1, il va se mettre devant le peuple congolais et dire c'est l'Occident qui nous attaque à travers le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un satellite de l'Occident pour veiller à maintenir la doctrine du chaos du Congo, qui a présidé à l'élimination de Lumumba, de Moulele, l'élimination de Laurent Désiré Kabila. Cette doctrine-là, le Rwanda est chargé de l'administrer. C'est tout. Kagame est utilisé comme un pion. C'est le pion de Washington, c'est le pion de Londres, c'est le pion de l'OTAN pour maintenir le Congo dans un état de chaos maîtrisé. À partir de là, les dirigeants du nouveau Congo doivent prendre une décision claire. Nous allons vers la Chine, nous allons vers la Russie, nous allons vers l'Inde, nous allons vers le Brésil, nous allons vers l'Iran, nous allons vers le Venezuela, nous allons vers tous les pays qui sont prêts à nous donner très rapidement les moyens de notre défense. Et nous assumons cela. La puissance qui n'est pas d'accord avec ça quitte notre territoire. Y compris diplomatiquement, ils vont chez eux. Et on le leur dit en plein jour. Si vous avez des observations à faire sur nos changements géopolitiques et géostratégiques, nous vous virons. On vous renvoie chez vous. On convoque votre ambassadeur, on lui dit, comme les Maliens l'ont fait, vous pliez bagage dans les 72 heures.
Ça, c'est 2. Troisièmement, le Congo doit arrêter d'aller chercher des dettes. L'argent creux, l'argent vide des Occidentaux. Il faut arrêter d'aller l'emprunter. Le Congo est un État riche. Il doit soumettre ses échanges internationaux à ses capacités financières réelles et par conséquent, il doit privilégier les échanges économiques avec le monde multipolaire. Un monde dans lequel un billet de banque a son équivalent en réserve d'or. Le franc congolais doit être souché sur les réserves d'or, les réserves de cobalt, les réserves de diamants, les réserves d'uranium, les réserves de lithium, faramineuses du Congo. Le franc congolais ne doit même plus s'appeler franc congolais. C'est une honte même que ça s'appelle encore franc congolais. Vous pouvez l'appeler carrément le Congo, puisque vous avez un immense fleuve, l'un des plus importants de l'histoire humaine, qui coule et qui vous unit à nos frères de Brazzaville. Vous pouvez appeler directement votre monnaie le Congo. Et il n'y aura personne pour contester. Il n'y aura personne pour contester. Maintenant, comme vous reconnaissez que Lumumba est un grand, vous pouvez appeler votre monnaie le Lumumba. Vous pouvez aussi décider de ça. C'est le plus grand Congolais de l'histoire. Patrice Emery Lumumba. Vous pouvez donner son nom à votre monnaie. Et puis c'est terminé. Le Lumumba, ou le Congo, si on veut, on va l'appeler comme ça, va être souché sur les réserves or. Quand tu veux acheter quelque chose chez nous au Congo, soit tu as la quantité d'or qui correspond à ce que nous voulons, soit tu as la quantité de millions de Congo ou de millions de Lumumba que nous voulons. C'est tout. Si tu n'as pas ça, tu dégages. On n'achète pas. Ce sont les règles de l'économie du monde multipolaire. Tu achètes chez nous, tu nous donnes de l'or. Une quantité d'or équivalente, ou alors tu achètes notre monnaie. Donc en fait, tu nous enrichis pour acheter chez nous. Oui. Et puis une diplomatie courageuse, une communication politique courageuse. Et vous devez montrer que le Congo a un leadership tel que s'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui se relève. Le chef tombe aujourd'hui, le sous-chef prend. Vous réussissez à tuer le sous-chef du sous-chef prend. C'est comme cela que tous les peuples se sont émancipés de l'impérialisme en construisant une organisation révolutionnaire, une organisation de libération. C'est tout. Personne ne peut tuer un peuple rassemblé dans un mouvement révolutionnaire. Car ce peuple a une capacité de leadership qui déborde de très loin les pouvoirs des impérialistes. Point barre. Il n'y a pas d'autre solution au Congo. Hein. Vous pouvez tourner. Je vois des gens s'en vont faire des conférences. Bon, vous pouvez faire les conférences comme moi-même j'en fais là, en France. C'est pas ça. Hein. C'est la construction du mouvement révolutionnaire congolais. C'est la reconstruction d'un mouvement révolutionnaire congolais sur la base du principe de la souveraineté du Congo et sur la base de l'intégration panafricaine. C'est tout. Voilà. Mes chers amis, je change de sujet. On va parler un peu du Tchad. Peuple tchadien, tchadien, je vous salue. La situation au Tchad, le blocage politique et l'impasse dans laquelle le Tchad se retrouve aujourd'hui indiquent qu'en fait, du soutien néocolonialiste français au régime criminel barbare de Mohamed Kaka Déby N'Djamena, il y a désormais 2 Tchad. 2. Il n'y en a pas un seul. Il y a le Tchad de ceux qui détiennent les armes de guerre. Le Tchad de la matraque, de la mitraillette, du canon, de la baïonnette. Le Tchad du sang versé. Le Tchad des criminels. C'est une minorité. Et cette minorité s'appelle le régime Déby. Et puis en face, il y a un autre Tchad, le Tchad populaire. Le Tchad de la diversité tchadienne. Une diversité où animistes, traditionalistes, musulmans, chrétiens se retrouvent à l'intérieur de toutes les familles. Le Tchad qui veut vivre, le Tchad qui veut exister. Le Tchad pour lequel se bat le leader du Parti des transformateurs, notre frère bien-aimé, Succès Masra. Le Tchad de la dignité, peuple en aspiration de vie. Mais, tchadien, il y a une question centrale qui s'impose au peuple tchadien aujourd'hui.
Est-ce que le Tchad de la dignité, le Tchad de la diversité, le Tchad de l'union, le Tchad du brassage et du métissage, multireligieux, multiconfessionnel, le métissage laïque, le Tchad où le nord vit dans le sud vit dans le nord, l'est vit dans l'ouest vit dans l'est, le centre vit dans le nord, le centre vit dans le sud, le centre vit dans l'ouest, le centre vit dans l'est et vice-versa. Ce Tchad-là, pour lequel succès Masra, eh bien, s'est engagé avec ses compagnons des transformateurs. Est-ce que ce Tchad peut poursuivre cette bataille sans se donner les moyens de faire face à la brutalité militaire du régime en face? C'est la question qui se pose d'une manière claire et nette aujourd'hui au peuple tchadien. Est-ce que la bataille contre la minorité criminelle du clan Déby, est-ce que cette bataille peut se poursuivre par un peuple tchadien dépourvu de moyens de dissuasion au moins comparables à ceux du clan des Déby? Autrement dit, est-ce que le peuple tchadien peut s'émanciper sans l'armée tchadienne? Sans une armée tchadienne qui soit le reflet de la diversité tchadienne. Non pas la bande, non pas la sarabande, non pas la horde de criminels de Mahamat Kaka Déby. Je parle d'une armée tchadienne. Et une armée qui soit habitée par le sentiment de la diversité, de la pluralité et le désir de tous les Tchadiens de vivre ensemble. Eh bien, je voulais dire aujourd'hui, 1er novembre 2022, au peuple tchadien, que les phases suivantes de sa lutte passent par la conscientisation des forces de défense et de sécurité du Tchad, pour que naisse dans ces forces de défense et de sécurité un noyau qui soit le reflet de la société tchadienne, des aspirations et bien du peuple tchadien. Sans la naissance au sein des forces de défense et de sécurité du Tchad d'un noyau de patriotes républicains progressistes panafricanistes, d'un noyau conscient de la nécessité de vivre ensemble comme peuple tchadien et de vivre avec tous les autres Africains comme peuple libéré de l'impérialisme, du néocolonialisme et du despotisme noir, sans cela, il est à prévoir que Mahamat Kaka Déby, soutenu par la France, va continuer, comme l'a fait son père pendant 30 ans, à assassiner impunément des Tchadiennes et des Tchadiens. C'est ce que je voulais dire. La grande question de cette époque pour le Tchad, c'est de trouver une alliance des forces laïques, des forces multiconfessionnelles, des forces du Tchad pluriel, des forces métisses du Tchad réel, trouver l'équivalent de tout ceci dans le domaine des forces de défense et de sécurité pour que les revendications légitimes et justes du peuple tchadien qui ne peuvent que continuer soient des revendications qui soient accompagnées d'un maximum de sécurité en sa faveur et d'un rapport de force nouveau dans le domaine sécuritaire face au régime Déby. Il n'y a pas d'autre issue. C'est dans une impasse comparable que les Camerounais, au Cameroun anglophone, se sont retrouvés face au régime de Paul Biya. Ils voulaient négocier. Ils voulaient protester les mains nues. Ils ont été tabassés. Ils ont été massacrés. Une part d'entre eux se sont rebellés. C'est une loi de l'histoire. Un régime politique qui n'accepte pas que l'on revendique pacifiquement. Un régime politique qui n'accepte pas que l'on manifeste les mains nues. Un régime politique qui n'accepte pas qu'on écrive, qu'on proteste, qu'on utilise les formes non violentes, est un régime politique qui accule le peuple à la résistance ultime. Le Tchad est dans cette situation. Et je regarde le dispositif psychologique de Mahamat Kaka Déby. Je ne vois dans son dispositif psychologique aucune évolution, si ce n'est la répétition obsessionnelle d'une idée. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vais les tuer. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vais les tuer. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vais les tuer. Mahamat Kaka Déby est un monomane mental. Il souffre d'une monomanie, c'est-à-dire que son esprit ne lui propose comme solution au problème politique que le crime. C'est un criminel obsessionnel, c'est un criminel automatique, c'est un criminel spontané. Son intelligence est tellement étriquée qu'il ne connaît pas d'autres manœuvres politiques. Pour lui, la politique n'est rien d'autre qu'un rapport de force entre un homme politique détenant une milice
présenté comme étant l'armée nationale, et la diversité sociale. L'ordre politique pour Mohamed Kaka Déby, ce n'est rien d'autre que la domination de la terreur et du sang sur la masse informe des citoyens. Quand vous avez quelqu'un comme cela face à vous, vous ne pouvez pas développer une relation dialectique avec lui. Vous êtes obligé de chercher à conscientiser des forces de défense et de sécurité pour garantir au peuple la possibilité d'être un tant soit peu couvert lors de ces protestations. L'avenir du Tchad, c'est cela. Il n'y a pas d'avenir du Tchad sans la naissance d'un noyau patriotique, progressiste, laïque, révolutionnaire dans les forces de défense et de sécurité face à la barbarie du clan Déby. Il faut que la classe politique le comprenne. Il faut que le peuple tchadien le comprenne. Il faut que nous tous Africains nous comprenions que les dictateurs les plus invétérés ne s'entendent qu'au rapport de force. Soit ce rapport de force est obtenu par la loi du nombre, par l'inondation des forces répressives, par la population civile lors des manifestations, soit il est obtenu par l'alliance des forces conscientes de la société civile avec des forces conscientes des forces de défense et de sécurité. Seule une telle alliance peut amener le régime à sa fin. Et c'est ce que je voulais dire au Tchadien. Brazzaville, si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville est la capitale de la... Troisième sujet, nous faisons le tour. Et je vous ai dit que je parlerai un peu de la situation au Burkina. J'ai suivi et écouté les premières sorties des membres du gouvernement nouveau formé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que je salue. J'ai en particulier suivi l'émission de télévision accordée par le Premier ministre. Le Premier ministre du Burkina, Maître, je vais une fois de plus chercher à savoir bien prononcer son nom parce que vraiment il est quelqu'un de récent dans mon esprit. Burkina Premier ministre, permettez-moi de trouver son nom pour prononcer correctement. Burkina Premier ministre. Alors, comment il s'appelle? Voilà, Maître Apollinaire Kielem. Maître Apollinaire Kielem de Tambela. J'ai écouté une émission où, interrogé par un journaliste, Maître Apollinaire Kielem de Tambela donnait sa vision géopolitique, sa vision géostratégique de la situation. Et je voudrais réagir sur ce que j'ai entendu. Et j'espère que Maître Apollinaire Kielem de Tambela écoutera ce que je veux dire. Par expérience, je voudrais dire que il ne faut pas se précipiter à estimer que le nouveau gouvernement a choisi vraiment la ligne révolutionnaire, la ligne panafricaniste, ou alors qu'il est en train de la trahir. En l'état actuel des choses, on ne peut pas encore émettre un avis clair sur le positionnement du gouvernement. En écoutant Maître Apollinaire de Tambela, j'ai eu le sentiment qu'il ne voulait pas que les observateurs, notamment les occidentaux, sachent exactement ce que le gouvernement burkinabé a dans sa tête actuellement. C'est ma première remarque que je voudrais faire à tous nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Ne nous précipitons pas à dire « ils ont trahi » ou ne nous précipitons pas à dire « non, vraiment, ils sont en train d'accomplir la volonté du peuple ». Accordons-les une période d'observation. Parce que Apollinaire Kielem de Tambela avançait masqué dans cette interview. Il n'a pas dit le fond de sa pensée. Il a donné l'impression de mettre dos à dos ceux qui ont assassiné Kadhafi, détruit la Libye et organisé l'invasion du Sahel, à savoir l'OTAN, et puis ceux qui viennent aider les peuples africains en lutte contre le néocolonialisme français, contre l'impérialisme occidental, qui ont amené le terrorisme. Il a donné l'impression de les mettre dos à dos. Alors, peut-être qu'il les mettait dos à dos parce que le nouveau gouvernement n'a pas encore pris le temps, effectivement, de s'installer correctement dans sa logique. Et que ce serait précipité pour lui d'ouvrir en quelque sorte le front face à ceux qui ont assassiné Kadhafi, face à ceux qui ont envahi le Sahel, face à ceux qui en réalité manipulent les terroristes pour soumettre l'Afrique à ce qu'on appelle le chaos maîtrisé.
il est possible que Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela soit en train de privilégier le temps de la préparation de son gouvernement par rapport au temps des déclarations. Donc voilà le premier argument que je mets à la disposition de l'opinion en faveur du gouvernement. Parce que nous qui ne sommes pas aux affaires, nous pouvons voir les choses plus facilement, plus aisées à faire que ceux qui sont aux affaires. La critique est aisée, l'art est difficile. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je passe à ma deuxième observation. Toujours à l'adresse du gouvernement burkinabé. Ma deuxième observation, c'est que cette manière de s'exprimer de M. Joachim de Tambela prouve quand même qu'il a un petit problème avec le peuple burkinabé. Et que le gouvernement, que le capitaine Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré vient d'installer, a un problème avec le peuple burkinabé. Quel est ce problème? C'est que, en fait, j'ai l'impression que ce gouvernement souffre encore d'un problème que Damiba avait. La honte d'assumer l'opinion de la majorité. En fait, vous êtes gouvernement. Quand on est gouvernement en Afrique, là, on est gouvernement pour qui? Est-ce qu'on est gouvernement pour les puissances étrangères? Ou est-ce qu'on est gouvernement pour son peuple? Bon, ma réponse est directe. Et là, c'est un argument critique contre Maître Joachim Kielem Apollinaire de Tambela. Vous n'avez pas à vous comporter comme si vous étiez un gouvernement qui doit veiller aux susceptibilités des puissances occidentales, susceptibilité de la France, susceptibilité des États-Unis, susceptibilité, quelque puissance que ce soit, même de la Russie. Vous n'êtes pas chargé, vous n'êtes pas Premier ministre de ces gens-là. Vous n'êtes pas Premier ministre de Russie, vous n'êtes pas Premier ministre de France, vous n'êtes pas Premier ministre des États-Unis, vous êtes Premier ministre du peuple burkinabé. Donc quand vous ouvrez la bouche, vous devez savoir que ce que vous dites doit refléter ce que l'écrasante majorité des Burkinabés veut. Or, vous donnez l'impression d'avoir honte, d'assumer ce que le peuple burkinabé veut. Vous donnez l'impression de vouloir vous mettre à l'écart de ce que l'écrasante majorité des Burkinabés veut. Mais dans ce cas-là, c'est très simple, organisez un référendum. Si vous pensez que les manifestants qui demandent le départ de toutes les troupes françaises du sol burkinabé, si vous pensez que les manifestants qui demandent le départ des troupes occidentales, des troupes de l'OTAN, du sol du Burkina, si vous pensez que les manifestants qui demandent la sortie de la dépendance du franc CFA au Burkina, si vous pensez que les manifestants qui demandent la fin des dictatures africaines soutenues par la France, si vous pensez qu'ils sont minoritaires, eh bien, dans la partie du Burkina que vous contrôlez, organisez un référendum populaire. Posez-leur la question suivante. L'armée française, la monnaie française du CFA, l'influence française, doivent-elles quitter le Burkina Faso? Répondez par oui ou par non à cette question. Joachim Kielem de Tambela, si vous prétendez être démocrate, organisez un référendum, même partiel. Organisez un sondage populaire, certifié par des observateurs scientifiques sérieux. Et posez cette question à votre peuple. Je vous mets au défi. Apollinaire Kielem de Tambela, cher maître avocat, je vous mets au défi d'organiser un référendum populaire. Si vous voulez, prenez seulement l'opinion alors des deux principales villes du Burkina que vous contrôlez encore, les grandes villes. Organisez le sondage à Ouagadougou, organisez le sondage ou le référendum à Bobo. Faites ça seulement dans les grandes villes. Je vous préviens, l'écrasante majorité du peuple burkinabé va vous dire, nous voulons qu'au nom du peuple burkinabé, vous demandiez à l'armée française de quitter pacifiquement le sol burkinabé. C'est ce que nous voulons. Et si vous faites le sondage à l'échelon africain, l'écrasante majorité des peuples africains ne veut plus voir l'armée française stationnée en Afrique. Kielem de Tambela, ça ce n'est pas du domaine de la langue de bois. Il n'y a pas à fignoler dessus. Le peuple burkinabé a toléré que vous arriviez au pouvoir. Il a toléré que vous soyez Premier ministre parce qu'il veut que vous vous leviez là et que vous disiez ce que lui il veut. L'armée française qui est à Cambouansin doit plier bagage et rentrer en France. Tout détachement français présent sur le sol burkinabé doit plier bagage et rentrer en France. Pacifiquement. Attention, le peuple burkinabé n'a rien contre le peuple français. Moi, j'entends les manifestants qui parlent dans les manifestations.
Ils sont extrêmement politiquement cultivés. Ce n'est pas la haine contre la France. C'est la haine contre la politique africaine néocolonialiste et criminelle de la France. Ce n'est pas la même chose. Le peuple burkinabé n'en veut pas à des personnes parce qu'elles sont françaises. Il n'y a pas de sentiment anti-personne de nationalité française au Burkina. Une personne française qui vit au Burkina peut vivre tranquillement. Ce que les Burkinabés disent, ils n'ont pas dit que l'ambassade de France doit quitter le Burkina. Non. L'armée française, ils ne veulent plus la voir. Tout détachement militaire français présent sur le sol burkinabé doit considérer que le peuple burkinabé souhaite, demande et exige son départ immédiat. C'est tout. Donc moi je ne comprends pas pourquoi le président Ibrahim Traoré, je ne comprends pas pourquoi le premier ministre KLM de Tambela peuvent s'amuser avec une revendication aussi importante du peuple burkinabé. Ça, on n'a pas besoin de se cacher derrière son petit doigt pour le dire. Moi je le dis, je suis ici en France. Donc je suis normalement encore plus exposé que vous, non? Je suis en France, non? Je suis citoyen français adoptif, moi qui vous parle. Et je dis au gouvernement de mon pays adoptif, la France, retirez nos armées d'Afrique. Voilà. Je dis ça, moi je ne suis pas Premier ministre. Je suis citoyen. Si moi je peux dire ça, si le peuple burkinabé qui meurt tous les jours peut dire ça, vous, Joachim Kelem de Tambela, je vous le dis, mon cher frère, cher avocat, vous n'allez pas durer la primature si vous ne dites pas ça. Je recommence une deuxième fois. Si vous ne collez pas aux aspirations de votre peuple, vous serez délogé de la primature. Ce qui est arrivé à Damiba là va vous arriver. Si vous ne voulez pas parler le langage du peuple, ce que les Burkinabés disent là, vous n'écoutez pas. Vous aussi, ils vont vous faire asseoir et vous donner des conseils. Ne vous amusez pas avec les revendications essentielles du peuple burkinabé. Ne vous amusez pas avec cela. Ne faites pas comme si c'était un point de vue minoritaire au Burkina. Ce n'est pas un point de vue minoritaire au Burkina, c'est le point de vue majoritaire. Et si vous contestez mon analyse, monsieur le Premier ministre, utilisons une méthode scientifique, organisez un référendum. Posez à votre peuple la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le maintien de l'armée française sur le sol burkinabé? Allez-y, organisez le référendum, on attend le résultat. Nous, là-bas au Mali, c'est la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung qui publie chaque année, vers les mois d'avril et mai, un sondage qu'on appelle le Malimètre. Cette organisation allemande-là, cette ONG allemande est partie dans toutes les grandes régions du Mali. Elle a interrogé les Maliens. Et les Maliens lui ont dit, on ne veut plus voir l'armée française sur notre sol. C'est nous qui avons demandé à notre gouvernement de dire à l'armée française de partir. Et notre gouvernement fait ce que nous lui demandons. Nous, les Maliens. C'est nous qui commandons au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui nous commande. Voilà. Donc moi je ne comprends pas. Des gens, ils arrivent au gouvernement et ils ne veulent pas parler la langue. Ils ne veulent pas parler la langue du peuple. Je suis personnellement en désaccord avec cette stratégie de communication du Premier ministre Joachim Kelem de Tambela, qui consiste à se comporter comme si les manifestants burkinabés ne sont pas l'expression de la majorité du peuple burkinabé. À se comporter comme si lui, Joachim de Tambela, lui, il était beaucoup plus légitime que les Burkinabés qui sortent dans les rues pour lui dire, demander à l'armée française de partir. Non. Si donc vous doutez de leur légitimité, si vous pensez que vous avez dans ce peuple-là des gens qui vous soutiennent, ils n'ont qu'à sortir. Ceux qui veulent que l'armée française reste au Burkina, là, faites une manifestation pour soutenir cette thèse. Les partisans du maintien de l'armée française au Burkina, allez-y, manifestez à Ouaga. Nous-mêmes, on sera étonnés du nombre que vous allez constituer. Sortez et nous demandons au gouvernement de garantir la sécurité de tout le monde. Sortez, que personne ne les frappe, que personne ne les agresse. Ceux qui veulent que l'armée française reste au Burkina, là, il faut sortir pour parler. Les Burkinabés vont simplement noter vos noms. On va vous voir passer. Ah, toi tu es dedans. Ah, d'accord, ok. On doit rester ici. Ça, on a été colonisé, ça ne suffit pas. Il faut que ça continue. Tu es sorti pour ça. Ok, merci, c'est noté. C'est très simple. Donc vraiment, ma critique envers la communication du gouvernement, c'est que le gouvernement prend le risque
de fait se comporter comme s'il compte sur un autre peuple. Alors que c'est ce peuple-là que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé au secours. Quand il craignait qu'avec le soutien de la France, eh bien, Damiba organise une riposte militaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on ne voulait pas qu'il arrive au pouvoir parce qu'il comptait faire une nouvelle réorientation géopolitique et géostratégique vers la Russie. C'est ce qu'ils ont dit à la télé, non? Alors, vous ne pouvez pas tromper le peuple burkinabé. Hein? Vous avez été soutenu parce que vous avez dit que vous alliez faire la volonté du peuple. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça. Le peuple burkinabé, lui, il meurt tous les jours. Hein? C'est pas parce que vous êtes Premier ministre que votre vie est plus importante que celle des Burkinabés, des campements, qui meurent tous les jours. Hein? Vous avez décidé d'être Premier ministre, ça veut dire que vous êtes prêt à mourir pour votre peuple. Alors, vous devez être le moins lâche des Burkinabés. Parce que les Burkinabés qui n'ont rien, ils parlent. Vous devez être le moins lâche parce que vous avez dit, je suis votre Premier ministre. C'est-à-dire celui qui est le porte-parole de la majorité et du peuple souverain du Burkina. Donc, voilà ma critique. Je comprends, hein, il veut montrer que vraiment, il est fin, il est diplomate, etc. Attention, le peuple burkinabé est très clair sur ses revendications. Il n'y a pas à s'amuser avec ça. Moi, personnellement, je vous déconseille cela. Dites, notre peuple veut que l'armée française quitte. Donc, nous demandons à l'armée française de nous préparer et de nous présenter son plan de retrait, son calendrier de retrait. Dans les plus brefs délais. Oui! C'est tout ce qu'on veut vous entendre dire à la télé. On ne veut pas autre chose au Burkina. Vous dites, deuxième chose dans la même émission, qu'il y a une importance d'une très grande coopération avec le Mali, puisque entre le Burkina et le Mali, effectivement, il y a une très longue frontière. Voilà ce que dit le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Mais ça, c'est bien. Mais comment allez-vous espérer avoir une coopération sécuritaire appuyée avec le Mali, alors que le Mali a rompu avec la France, et que vous êtes avec la France? Comment pensez-vous que le Mali va vous faire confiance pour mener avec vous des opérations en sachant que l'armée française est avec vous? Alors que lui, le Mali, a demandé à l'armée française de quitter son sol. Je recommence la question. Parce que Apollinaire Joachim de Tambela, on m'a dit qu'il avait un institut d'analyse stratégique à Ouaga. J'ai l'impression que devenu Premier ministre, il a oublié les acquis du travail intellectuel. Joachim de Tambela, comment vous allez faire pour lutter contre les terroristes en association avec l'armée française et l'armée malienne en même temps? Alors que l'armée malienne a rompu avec l'armée française, en accusant l'armée française de complicité avec les terroristes. Vous faites comment, Joachim Kyelem de Tambela? Expliquez ça aux Burkinabés. Expliquez-leur comment vous allez coopérer avec ceux qui ont assassiné Kadhafi, ceux qui ont détruit la Libye, ceux qui ont déstabilisé tout le Sahel pour combattre leurs suppôts. Expliquez ça. On aimerait comprendre là, puisque vous donnez l'impression d'avoir compris un truc que le Burkinabé lambda n'a pas compris. Venez expliquer. Et là, je me plains de nos journalistes. Le journaliste qui avait le Premier ministre burkinabé devant lui, il devait lui poser la question sérieusement. Parce que ce journaliste a bien compris le problème. Il lui a dit, mais ce que le peuple demande là, est-ce que vous écoutez bien? Et puis vous dites que vous allez travailler de très près avec le Mali pour combattre les terroristes. La grande question est la suivante. Est-ce qu'on peut combattre les terroristes en bonne entente avec le Mali, en étant amis de ceux que le Mali a chassés? Répondez à ça. Et ne venez pas nous dire ici, non, vous êtes pressés. On n'est pas pressés. Prenez les Africains pour des gens sérieux. D'accord? Si c'est pour les études, on les a tous faites. Hein. Il n'y a pas un Africain qui va se mettre devant moi là et essayer de m'impressionner. Parce que j'ai fait toutes les études de mon grade. J'ai tous mes grades et qualités. Et donc je demande à ce Premier ministre qui se comportait face au journaliste comme si le journaliste était un inférieur intellectuel, un inférieur qui n'a pas compris. Non, il y a des choses. Non, il n'y a pas de choses. Apollinaire, maître Kyelem de Tambela, il n'y a pas de choses. Vous êtes Premier ministre du peuple burkinabé, vous n'êtes pas Premier ministre pour le gouvernement français. Vous n'êtes pas Premier ministre pour le gouvernement américain. Vous n'êtes pas Premier ministre pour les Occidentaux, vous êtes Premier ministre pour les Africains. D'accord? Donc quand vous vous asseyez sur le fauteuil de Premier ministre, vous collez au langage du peuple. Le peuple ne veut plus de l'occupation militaire française. Quelle que soit la justification. C'est ce que le peuple africain vous dit. Et vous, vous n'avez pas biaisé avec ça. On va voir, on va coopérer. On ne coopère jamais de la même façon avec tout le monde. Et je vous invite à ne pas confondre la cohabitation, la coopération diplomatique avec la coopération militaire. Le Burkina n'a pas besoin de chasser
l'ambassadeur de France. Ce n'est que si l'ambassadeur de France empiétait sur la souveraineté du peuple burkinabé. Comme l'ambassadeur de France au Mali a été accusé de l'avoir fait. Il ne s'agit pas de rompre les relations diplomatiques entre le Burkina et la France, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de rompre les relations consulaires entre le Burkina et la France, ce n'est pas la même chose. Le peuple burkinabé demande que les armées françaises quittent son sol, que les armées de l'OTAN quittent son sol. C'est tout. Et il faut que l'opinion comprenne bien cela. Kielem de Tambela a raison quand il dit qu'il faut maintenir les relations diplomatiques autant que possible avec toutes les puissances. Oui, c'est vrai. Mais elles ne sont pas de même nature. Elles ne sont pas de même nature. Dans le cadre de la lutte antiterroriste au Burkina, ce serait une faute grave de la part des autorités burkinabées de continuer à coopérer avec les puissances qui ont déstabilisé tout le Sahel et de prétendre s'entendre avec le Mali pour affronter les terroristes. Que M. Kielem de Tambela vienne nous dire ici comment on peut combattre les terroristes en étant en association avec ceux qui les ont fait venir. Qu'ils viennent l'expliquer. Je ne sais pas, les journalistes de la place de Ouagadougou, allez chercher le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela et dites-lui qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye, qui a organisé, qui donne des armes à Al-Qaïda et à l'État islamique. Quelles sont les monarchies du Moyen-Orient qui sont les bases arrières de l'État islamique d'Al-Qaïda? Quelles sont les puissances qui sont les alliés principaux de ces monarchies? Venez nous parler de ça à la télévision. Venez à la RTB, vous allez vous expliquer. Et moi, je suis disponible là. Organisez-nous une émission en duplex si vous voulez et invitez-moi. Mettez-moi face au Premier ministre. Et que nous discutions sur la base des faits. Et qu'il nous explique pourquoi il a une posture de mépris, de condescendance, d'arrogance intellectuelle envers le peuple burkinabé qui prend les rues pour leur demander le retrait pacifique et total de l'armée française du sol du Burkina. Est-ce qu'il y a des camps militaires burkinabés en France? Je pose la question, est-ce qu'il y a des camps militaires burkinabés en France? Et pourquoi il y aurait des camps militaires français au Burkina? Moi, en tant que citoyen adoptif de France, je demande au gouvernement de mon pays adoptif de retirer ces militaires là-bas. C'est du néocolonialisme qui se poursuit. Je suis opposé au néocolonialisme. D'où qu'ils viennent. Vous ne pouvez pas avoir assassiné Kadhafi, avoir détruit la Libye. Vous ne pouvez pas avoir une politique complaisante envers les monarchies du Moyen-Orient, qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et l'État islamique, et venir dire aux Africains que vous combattez le terrorisme avec eux. C'est inacceptable. C'est un mensonge inouï. Donc vraiment, je voulais dire cette vérité. Oui, la langue de bois, quand on est Premier ministre, on sait des choses que le peuple ne sait pas. Mais si c'est la question du terrorisme, vous ne savez pas des choses que le peuple ne sait pas. Parfois, le peuple en sait plus que vous. Parce que d'ailleurs, de toutes les façons, vous, l'élite politique du Burkina Faso, et toutes nous les élites, là, on vit bien, on vit dans les capitales. On vit dans les capitales. On vit dans des villes qui sont plutôt bien protégées, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est à la campagne, dans les campements, avec les populations? Les populations voient comment on vient donner les armes à ces gens-là pour les tuer. Et quand ils manifestent, vous osez dire non, non, on va s'arranger avec tout le monde. D'accord? Ouvrez. Écoutez, ouvrez une ambassade d'Al-Qaïda à Ouaga. Puisqu'on va s'arranger. Ouvrez une ambassade d'Al-Qaïda à Ouaga. Ouvrez une ambassade de l'État islamique à Ouaga et la vie continue. Ouvrez alors. Accréditez les diplomates d'Al-Qaïda et de l'État islamique à Ouaga. Et la vie va continuer, on va voir. Non. Il y a des foutaises vraiment dans notre politique en Afrique. Ça m'a fait mal de regarder cette émission. Et de voir Apollinaire Kielem de Tambela en train de tenter de ridiculiser un journaliste qui lui posait pourtant des questions légitimes. Et de le voir prendre de haut un peuple burkinabé qui en sait plus que lui. Joachim de Tambela sur la souffrance des plus pauvres. Parce que Joachim de Tambela, c'est un avocat, c'est un bourgeois de Ouaga. Moi qui vous parle, je suis un bourgeois de Rouen. Je ne suis pas dans la forêt là-bas. Je ne suis pas assis au village en train de voir arriver les djihadistes. Non. Donc quand des villageois viennent me dire, ces gens-ci là, il faut leur demander de partir. Moi là, bourgeois, j'ai pris fait et cause pour le peuple. Je suis révolutionnaire. Car je reconnais que ce peuple-là souffre plus que moi. Ma condition sociale et économique me met à l'abri des besoins du peuple burkinabé ordinaire. Donc quand le peuple vient me dire ça ne va pas,
je le prends encore plus gravement au sérieux que moi-même quand ça ne va pas. Parce que moi, quand ça ne va pas là, ah, j'ai peut-être 100 € ici, j'ai peut-être 200 € ici, j'ai peut-être 500 € là. N'est-ce pas? Alors que ce peuple-là que je vois dans les rues, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Et vous venez dire non, on va voir, on sera amis de tout le monde. Le peuple burkinabé ne veut pas être ami de tout le monde. Il n'y a aucun peuple dans ce monde qui soit ami de tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas bien. Tout le monde n'est pas juste. Tout le monde n'est pas bon. Nous, en Afrique, là, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Et enfin, je finis dessus. Pourquoi le colonel Zoungrana est en prison? Maintenant, on me dit qu'il est en prison parce qu'on l'accuse de détournement de biens publics. Est-ce que ce n'est pas une argutie, un prétexte inventé pour empêcher quelqu'un qui, lui, voudrait vraiment assumer la rupture géopolitique avec la France? Je pose cette question et je demande à mes amis, à mes frères et sœurs burkinabés de m'instruire. Pourquoi le colonel Zoungrana est encore en prison? S'il est en prison pour avoir fait un coup d'État, mais c'est une foutaise. Le président Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Si Zoungrana est encore en prison pour avoir un coup d'État, mais c'est une foutaise. Damiba qui a fait un coup d'État n'est pas en prison. Donc personne ne peut mettre son camarade en prison là, au Burkina, parce qu'il a fait un coup d'État. Surtout pas ceux qui ont fait des coups d'État après Zoungrana. Parce que vous avez réussi pour vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas en prison, quoi. Mais lui, est-ce que c'est contre vous qu'il avait fait le coup d'État? Même le Roch Kaboré contre qui Zoungrana avait tenté le coup d'État, Roch Kaboré est libre. Et vous, qui avez fait en janvier un coup d'État du MPSR contre Roch Kaboré, vous n'êtes pas en prison. Qu'est-ce que Zoungrana fait en prison? Je demande à comprendre. Parce que là encore, j'ai reçu pas mal de messages contradictoires. Non, Zoungrana a un autre problème avec la justice. Ce n'est pas un problème politique. Non, 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 non. Ne confondez pas. Non, ok, d'accord. C'est vrai, je suis loin de Ouaga. Informez-moi, Zoungrana a fait quoi? Zoungrana a fait quoi? À ma connaissance, tout ce qu'il a fait, c'est ce que vous-même vous avez fait. Il a fait une tentative de coup d'État. Parce qu'il voulait changer la doctrine géopolitique et géostratégique de l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Son coup d'État n'a pas réussi. Celui de Damiba a réussi. Au lieu que Damiba le libère, parce qu'ils ont fait la même chose, Damiba le maintient en prison. À l'époque, on a compris qu'il le maintenait en prison parce que Zoungrana, lui, voulait coopérer avec la Russie. Maintenant, vous maintenez Zoungrana en prison, pourquoi? Vous dites que vous allez faire différemment de Damiba. Pourquoi Zoungrana est en prison? Ah, j'apprends que non, il a détourné de l'argent. Mais écoutez, informez donc officiellement l'opinion de l'argent qu'il a détourné. Et qu'on nous dise que Zoungrana n'est pas en prison pour des raisons politico-militaires. Et qu'il est en prison pour des raisons civilo-économiques, des raisons morales. Démontrez, au lieu de continuer à maintenir le monsieur en détention, dans le flou. Dans le flou. Donc, voilà ce que moi je voulais dire sur la situation au Burkina. Je continue à soutenir le président Ibrahim Traoré et le MPSR dans leur volonté de redresser. Mais je ne les soutiendrai que s'ils sont collés au peuple burkinabé. Mon parti, c'est le peuple. Ce que le peuple burkinabé veut, les aspirations profondes du peuple burkinabé doivent être les poteaux mitants et les piliers de la politique du gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement à la solde de la France que le peuple burkinabé veut. Pas un gouvernement à la solde des États-Unis. Les déclarations de la secrétaire d'État Nuland, ça ne concerne qu'elle et son pays, les États-Unis. C'est un gouvernement à la solde du peuple burkinabé, que le peuple burkinabé veut. Et nous, intellectuels panafricanistes, les fils adoptifs du Faso, nous allons soutenir uniquement les gouvernants qui font ce que l'écrasante majorité des Burkinabés veulent. Voilà pourquoi j'en appelle à l'organisation d'un référendum. Un référendum populaire sur la doctrine géostratégique, la doctrine géopolitique, sur le statut de la présence française au Burkina. Là où vous, qui êtes au gouvernement, vous prétendez que le peuple ne veut pas ça, consultez-le. Faites une consultation transparente. Mohamed Bazoum, s'il est garçon, qu'il convoque le peuple nigérien en référendum sur la présence militaire française au Niger. Partout où il y a des camps militaires français, si vous êtes des garçons, organisez des référendums populaires et publiez les résultats. L'Afrique, dans son écrasante majorité, ne veut plus de la présence militaire de l'armée française sur son sol. L'Afrique demande le retrait pacifique de toutes les armées françaises du sol africain. L'Afrique ne veut plus la monnaie néocoloniale française du CFA sur son sol.
l'Afrique demande le démantèlement total de cette monnaie néocoloniale, qui est un immense vol. L'Afrique ne veut plus de dictateurs, violeurs de constitution, fraudeurs aux élections, massacreurs de leur peuple sur son sol. Et toutes les puissances qui les soutiennent, l'Afrique n'en veut plus. L'Afrique veut se donner des institutions qui soient l'expression de ses valeurs de civilisation. Solidarité, vérité, justice. Emblena melonge. Be bon ba Afrika din som la be ki tebe sonda be pulasi burma nola i Afrika. Jam jarali. Emblena melonge. Nyambu mame. Emblena melonge. On dit en bassa. En moré on dit nyambu mame. Din som bo be ki monimi nan me whip pa se les francs CFA. Din som la be ki monimi pulasi mi whip pa hu nam ngoma mbay map. Jabli yonel bali. Jabli yonel ali. Din som lo habe ki ba ane ba whip manola. Pour la sibe lo ba bi Afrika. Jabli yonel na. Dimbar be liele ni wah bes. Di bang belong west. Ni ma hongol mes. Ni ma ting mes. Ni yiba tara. Voilà comment on dit ça en bassa. Je dis ça dans ma langue maternelle. Tu dois le dire en moré. Tu dois le dire en djoula. Le programme de l'Afrique des libertés. Et c'est la vérité. Et c'est la stricte vérité. Et ce n'est pas autre chose. C'est l'aspiration majoritaire du continent africain. Vous montez, vous descendez. On ne veut plus de la quadruple domination. Militaire, économique, politique et culturelle. Vous avez compris? C'est tout. C'est tout. Alors mes amis, il me reste un dernier sujet à aborder. Le Centrafrique. Équatoriale française, puis devint capitale de la France libre. Parlez un peu de Centrafrique. Proclama le général de Gaulle. Aujourd'hui détruit par la guerre. Et la politique qui bat. Écoutez, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, a essayé de sortir son pays de la domination du néocolonialisme français. Et c'est en ce sens qu'il a signé des accords de coopération très avancés avec la Russie, lesquels lui ont permis de sauver d'ailleurs son régime politique en 2020-2021, lorsqu'il était attaqué par la rébellion armée par la France-Afrique. Armée par la France, à partir de ses supplétifs d'Afrique centrale, notamment à partir du Tchad. Le président centrafricain a depuis lors été réélu pour un second mandat. Et on s'attend à ce qu'il sorte le peuple centrafricain de la misère organisée par le néocolonialisme et l'incurie des dirigeants centrafricains qui l'ont précédé. On s'attend à ce qu'il fasse émerger une élite politique centrafricaine qui sera capable, quand lui, le président Touadéra, ne sera plus au pouvoir, de poursuivre l'œuvre révolutionnaire qu'il a commencée. On s'attend à ce que celui-ci conduise le Centrafrique vers l'émancipation monétaire. Il avait esquissé cela à travers la création du Sango. Vers l'émancipation culturelle. On s'attend à ce qu'il fasse du Centrafrique un haut lieu du panafricanisme. Pendant qu'on est en train de s'attendre à cela, on apprend que le président veut modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. La constitution centrafricaine prévoit 2 mandats. Lui, il veut être président pour plus de 2 mandats. Donc, en fait, il veut être président à vie. L'argument et l'argutie que ses partisans nous avancent, c'est que c'est la condition pour que le processus révolutionnaire se poursuive. J'ai dit ici que je suis opposé au 3e mandat. Je ne vais pas les accepter en Centrafrique. Bien que je sois un défenseur du président Touadéra et de la révolution centrafricaine anticolonialiste, je suis opposé au 3e mandat. J'ai donné une émission ici avec les 7 raisons pour lesquelles j'y suis opposé. Parmi les raisons que je vous avais citées, j'avais dit que les 3e mandats autorisent les coups d'État. Car les 3e mandats sont des coups d'État constitutionnels, coups d'État civils, et par conséquent, ils légitiment les projets de coups d'État militaires. Je l'avais dit. Vous vous souvenez de ça? J'avais même souligné le fait que le président Laurent Gbagbo également, dans une conférence devant son parti, le PPACI à Abidjan, avait énormément insisté sur le lien entre les coups d'État civils, c'est-à-dire des coups d'État perpétrés par des civils africains qui se maintiennent au pouvoir par modification constitutionnelle, par fraude électorale et par corruption, sont la base sur laquelle
les armées se délitent et des groupes de putschistes se constituent dans les armées pour eux aussi prendre le pouvoir. Les coups d'état civils préparent les coups d'état militaires. Je l'avais dit. Et ça faisait partie des 7 raisons pour lesquelles j'ai dit au président Touadéra de renoncer au projet de 3e mandat anticonstitutionnel. J'avais aussi ajouté qu'il y a d'autres Centrafricaines et d'autres Centrafricains qui aiment le Centrafrique et qui sont intellectuellement bien outillés pour continuer l'œuvre de Touadéra. Aucun être humain ne doit suspendre la vie d'un pays à sa seule personne. Car l'homme est mortel, le pays est immortel et Dieu seul est éternel. Je recommence. Aucun être humain ne doit suspendre la vie d'un pays tout entier à sa seule vie à lui. Car l'homme individuel est un mortel. Le pays en tant qu'espace de renouvellement par les générations est immortel et Dieu seul est éternel. Je l'avais dit. Ça n'a pas tardé maintenant. Grâce d'ailleurs à une enquête menée par Média, par le site d'investigation Média, on découvre qu'un immense projet de coup d'État est en train de prospérer pour renverser le président Touadéra. Un projet de coup d'État qui prévoit de réarmer la rébellion de la France-Afrique à partir de N'Djamena, qui prévoit d'utiliser des commandos pour attaquer en plein Bangui, qui prévoit l'élimination physique du président Touadéra. Qu'est-ce que nous devons penser de cela? D'abord, on doit condamner le projet de coup d'État, puisque le président Touadéra est en train d'exercer un mandat légal et légitime, et il n'a pas fini son mandat. Mais en même temps, on doit s'arrêter pour dire au président Touadéra, on ne t'avait pas dit. Comme dit le président Laurent Gbagbo. Vous avez commencé à voir, et je le dis à ses partisans, à mes amis et mes frères. Je le dis à ses ministres. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Au lieu de vous consacrer, président Touadéra, à réaliser correctement vos promesses liées à votre second mandat et préparer une relève à l'intérieur de votre parti au pouvoir pour gagner les futures élections et continuer le travail, vous avez refocalisé toute la politique centrafricaine sur une seule question. Touadéra reste ou Touadéra part. Comme si le Centrafrique ne pouvait pas vivre sans Touadéra. Comme si Touadéra était éternel. Comme si Touadéra était immortel. Comme si Touadéra n'était pas immortel. Mais voilà, comme vous avez focalisé toute la politique centrafricaine par votre projet de modification de la Constitution, par votre persécution contre la présidente du Conseil constitutionnel que vous avez démise, vous avez refocalisé toute la politique centrafricaine sur la question de votre éternisation au pouvoir. Maintenant, vous êtes la cible des projets d'assassinat. Vous êtes la cible des projets de coup d'État. Et maintenant, vous allez sans doute compter sur la mobilisation des panafricanistes. Vous allez sans doute compter sur la mobilisation du peuple centrafricain. Vous allez sans doute compter sur la mobilisation de tous les anticolonialistes. N'est-ce pas? Puisque derrière le projet de coup d'État, il y a encore la main de la France. N'est-ce pas? Vous comptez sur nous pour dénoncer. Mais nous allons dénoncer, pas avec la même énergie que nous aurions dénoncé si vous nous aviez écoutés. Je recommence. Président Touadéra, on vous soutient parce que vous respectez le peuple centrafricain. Hein. On vous soutient parce que vous nous respectez aussi. Hein. On ne va pas vous soutenir à toutes les conditions. On ne va pas vous soutenir pour que vous instauriez une dictature à la tête du Centrafrique. Non, 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 non. Moi, personnellement, je ne vous soutiendrai jamais pour ça. Je suis contre le 3e mandat. Je vous demande de faire une déclaration publique pour dire que vous renoncez à modifier la Constitution. Je vous conseille même de rétablir et de demander des excuses publiques à la présidence du Conseil constitutionnel. Parce que c'est elle qui a raison. C'est elle qui applique le droit. Et c'est vous qui piétinez le droit. Appelez votre sœur, la professeure Danielle Darlan, et dites-lui, pardon, de reprendre ses fonctions au Conseil constitutionnel. Dites au peuple centrafricain que vous ne ferez pas de 3e mandat. Demandez au peuple centrafricain de s'unir autour de vous pour défendre le pays. C'est la seule condition. Président Touadéra, si vous ne renoncez pas au 3e mandat, l'Afrique des libertés ne vous soutiendra pas. Et je peux vous dire que le peuple centrafricain ne vous soutiendra pas. Vous allez affronter vos problèmes tout seul, comme tout bon nouveau dictateur. Je recommence une deuxième fois. Président Touadéra, si vous ne renoncez pas à votre projet de 3e mandat, l'Afrique des libertés ne vous soutiendra pas, le peuple centrafricain ne vous soutiendra pas, et vous allez affronter vous seul, avec votre bande de manipulateurs constitutionnels, et bien vous allez affronter vos adversaires. C'est terminé le soutien aveugle dans ce 21e siècle africain.
On vous soutient parce que vous respectez les lois. On vous soutient parce que vous respectez votre peuple. On vous soutient parce que vous respectez votre parole donnée. Si vous ne respectez pas votre parole donnée, si vous ne respectez pas la loi, si vous ne respectez pas le peuple centrafricain, l'opinion de l'Afrique des libertés vous est retirée. Tout dépend de vous. Moi, je suis opposé à l'intrusion, à l'ingérence du néocolonialisme français dans les affaires africaines. Dans tous les cas, je suis opposé. Je dénoncerai toujours. Mais, je ne plaindrai pas ceux qui ont pris le chemin de la dictature contre leur propre peuple. Ceux qui ont pris le chemin de la forfaiture, de l'imposture. Je ne les plaindrai pas. Je ne plaindrai pas leur malheur. Car ça suffit. Vous voulez qu'on vous défende. Vous voulez qu'on vous soutienne. Respectez la loi. Respectez le peuple. Respectez vos engagements. Et puis ne vous prenez pas pour un homme indispensable. Moi, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, je ne suis pas indispensable. Un jour, je ne serai plus. Et je dois espérer que d'autres Africaines et d'autres Africains se lèveront comme moi pour continuer. Je dois inspirer d'autres Africaines et d'autres Africains, maintenant même, à faire comme moi. Et c'est pour cela que je fais cet engagement. Pour que d'autres Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, Wa Africa, d'autres Africaines et d'autres Africains prennent confiance en eux-mêmes et participent à l'éveil collectif. Vous, président Touadéra, vous vous comportez en Centrafrique comme si, après vous, c'est le chaos. Il n'y a pas un Centrafricain, il n'y a pas une Centrafricaine aujourd'hui qui soit capable d'être président de la République, de votre vivant. Apparemment, tant que vous êtes vivant, les Centrafricains sont tous tellement bêtes. Les Centrafricaines sont toutes tellement bêtes que personne ne peut être président de la République. Personne ne peut préserver les intérêts du peuple centrafricain mieux que vous. Vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus malin, vous êtes le plus bon, vous êtes le plus gentil, vous êtes le plus profond, vous êtes le plus mystérieux, vous êtes tout. Je n'accepterai jamais qu'un être humain se mette devant moi avec cette prétention. Je l'ai refusé dans mon pays natal, le Cameroun. Ce n'est pas pour l'accepter dans mes pays adoptifs. Je l'ai refusé ici en France. Je ne suis pas laquais. Je ne suis le laquais d'aucun être humain. Non. On combat ensemble parce qu'on partage des valeurs. On partage des principes. Parce qu'on partage des objectifs communs. Quand on ne les partage pas là, on coupe igname. Voilà ce qui m'a séparé de Ouattara. On ne peut plus marcher ensemble là. On n'a même plus des choses en commun. On coupe igname. Et c'est ça la terre. Parce que personne n'est venu accompagner les autres ici. Nous sommes tous des créatures du Tout-Puissant. Dans la perspective spiritualiste. Ou de la nature, si vous êtes plutôt matérialiste. Donc personne n'est venu ici accompagner les autres. Nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Donc il ne faut pas prendre les enfants, les autres enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Non, non, non. Tant que je suis là, personne d'entre vous ne peut être président. Tant que je suis là, je dois toujours être président. Pourquoi? Si tous les Centrafricains, toutes les Centrafricaines pensent comme vous, ça donne quoi? Si chacun estime qu'il est tellement indispensable, parce qu'il a fait telles études. Ah, j'ai fait des études de mathématiques, donc je dois être président jusqu'à ma mort. Pourquoi? Il n'y a pas d'autres Centrafricains qui ont fait des études, je ne sais pas, de physique, de chimie, de biologie, de droit. Eux aussi peuvent dire. Danielle Darlan, elle est professeure d'université comme vous. Elle aussi, elle peut dire qu'elle veut être présidente à vie. Je ne suis pas du tout content. Et je ne suis pas du tout content de mes amis centrafricains qui n'ont pas le courage de dire la vérité au président Touadéra. Je ne suis pas content du tout. Mes amis et frères centrafricains qui cautionnent ça. Hein, non, tu sais, c'est un combat contre la France-Afrique. Non, c'est faux. La France-Afrique, la France va profiter de cette faiblesse de Touadéra pour essayer de l'atteindre. Ça, c'est vrai. Mais c'est de la faute à Touadéra. Si maintenant, le débat politique en Centrafrique, c'est pour ou contre le maintien de Touadéra au pouvoir, pour ou contre le troisième mandat, qui a amené ça? Qui a fait venir ce débat? C'est le président Touadéra. Ce n'est pas la France qui lui a dit de chercher à modifier, à violer la Constitution pour confisquer le pouvoir. Ce n'est pas la France. Il faut arrêter ça. Ah non, on l'a piégé. Non, on ne l'a pas piégé. C'est son appétit du pouvoir. C'est son appétit de mesurer du pouvoir qui est en train d'amener le pays dans une crise. S'il avait dit, j'ai 2 mandats, je vais les accomplir. S'ils sont partis, le MCMU ou le MCU, il mettait les cadres de son parti en confiance. Il organiserait une primaire à l'intérieur de son parti. Il y aurait émergence d'une nouvelle élite. Et déjà maintenant, il serait en train de préparer
les élections présidentielles, eh bien, de 2025, pour son candidat. Il serait déjà en train de préparer la relève du parti qui va gagner les élections. Et c'est cela qu'on appelle servir son peuple. Servir son peuple, ce n'est pas se servir tout le temps. J'ai dirigé, j'ai fait mes 2 mandats, et exemplairement, je me retire. Si on veut continuer à donner des cours de maths à Bangui, sinon on ne veut pas, on me paye mon indemnité d'ancien président, je prends ma retraite. Mais entre-temps, j'ai préparé une relève. J'ai préparé une relève pour gagner les élections. Et je peux gagner les élections parce que j'ai montré à mon peuple que je l'aime, que je le sers, non pas pour me servir en permanence, toute ma vie durant de mon peuple, mais je le sers en respectant les lois. Vous comprenez? Si vous me prenez un jour en train de défendre quelqu'un qui doit confisquer le pouvoir à vie, que je sois maudit. Que je sois maudit. Que je sois maudit. Si on me prend un jour à défendre quelqu'un qui revendique le pouvoir à vie, que je sois maudit. C'est hors de question. Je ne vais pas cautionner qui que ce soit pour confisquer le pouvoir d'État en Afrique. Alors, on s'en va chercher d'autres exemples. Mais et Poutine alors, bon, Poutine n'est pas président africain. C'est le problème du peuple russe. Là, on est en Afrique. Là. Et Poutine même a quitté. Il a quitté le pouvoir. Il a laissé Medvedev être président. Par respect pour le peuple russe. Il a dû quitter le pouvoir pour revenir après. Donc, on n'est pas là en train de prendre l'exemple de Poutine pour l'utiliser pour que nous soyons les esclaves de dirigeants africains narcissiques, aveuglés par le pouvoir, par le goût immodéré du pouvoir. Vous avez compris? C'est hors de question. Non, 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 non. On ne va pas cautionner ça. Je n'ai pas aimé du tout la manière dont a été traité la professeure Danielle Darlan. Je n'ai pas aimé ça du tout. Je n'ai pas aimé la manière dont on veut imposer la présidence à vie en utilisant des arguties, des sophismes en Centrafrique. Je n'aime pas ça. Car j'ai vu ça au Cameroun. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Et j'en ai souffert. Et j'en souffre encore. Non, ce n'est pas pour venir cautionner ça ailleurs. Je ne cautionne ça nulle part. Vous avez fini vos 2 mandats, vous allez à la retraite. C'est pour ça que quand vous exercez le pouvoir, il faut penser à ce qui va se passer après. Il faut se comporter de telle façon que quand vous ne serez plus au pouvoir, les gens se souviennent de la pitié que vous aviez pour eux quand vous étiez au pouvoir. La peur de l'après-pouvoir, elle se décuple chez les gens qui exercent le pouvoir méchamment. Si vous exercez le pouvoir avec bonté, avec gentillesse pour votre peuple, avec bienveillance pour votre peuple vous défendra, même après le pouvoir. Les dirigeants qui se succéderont à la tête de votre peuple vous respecteront, même après le pouvoir. Voilà la vérité. Mes chers amis, voilà ce par quoi je voulais finir ce tour d'actualité de l'Afrique des libertés. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure, eh bien, sur notre page YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Elle nous parle l'esprit, elle nous pourrit la chair. Brazzaville, si tu veux te libérer, pas de 3e mandat, point barre. De la méchanceté, Brazzaville, si tu veux te libérer. Aïe, 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 aïe. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Depuis que l'explorateur mercenaire Pierre Savorgnan de Brazza, on dit un traité illégal. Il abusa, on a coco, il a au poignet. Depuis lors, la dictature coloniale encourage la dictature militaire. La dictature coloniale soutient la dictature. Si si tu veux te libérer, aïe, 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 aïe. nettoyons les cœurs de la Soyez bénis, mes amis. Brazzaville, si tu veux Afrique des libertés. La lutte continue. nettoyons les cœurs de la méchanceté. Mais le peuple suit attentif, les Hollandais. Le peuple suit attentif. Les messages diffusés. Le peuple suit attentif, les Hollandais. Le peuple suit attentif les messages diffusés. Comme le peuple
Affamer le peuple fait semblant d'être content. Affamer le peuple fait semblant d'applaudir. Affamer le peuple fait semblant d'applaudir. Faites tomber les barrières. Les barrières de division, les barrières. Faites tomber les dictatures. Les barrières de la dictature, les barrières. Faites tomber le tribalisme. Les barrières de la guerre civile, les barrières. Brazzaville, Si tu veux te libérer, aïe 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 aïe. nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer, yo yo yo, Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Merci à tous. Soyez bénis. Excellent 1er novembre partout sur la terre. À bientôt mes amis.